Bonsoir à tous, bienvenue dans le 70e numéro du club Le Figaro International. La guerre à Gaza entre dans son 8e mois, sans qu'il n'y ait d'issue en vue, ni politique ni militaire. Ce soir, nous allons nous intéresser à la posture des pays voisins arabes qui sont concernés au premier chef, mais restent un peu plutôt en retrait, nous semble-t-il. Alors, quelle aide apporte-t-il aux habitants de Gaza et est-elle suffisante? Leur relation avec Israël a-t-elle changé? Quel rôle pourrait-il jouer dans les scénarios de l'après-guerre? Nous en parlons tout de suite avec mes invités. Bonsoir à tous les quatre. Didier Billon, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Vous dirigez d'ailleurs le programme Afrique du Nord, Moyen-Orient de l'IRIS. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Turquie notamment et d'une géopolitique des mondes arabes réédité en 2021 aux éditions Erol. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem. Vous aussi auteur de plusieurs livres, dont le dernier vient tout juste de sortir. MBS confidentiel, MBS pour Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, chez Michel Lafon, co-signé comme les précédents, avec Christian Chesneau. Ebrard Kinley, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à Sciences Po, ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, spécialiste de l'ordre politique régional au Moyen-Orient et auteur de plusieurs ouvrages sur l'Égypte ou sur les soulèvements arabes. Vous avez notamment contribué à Un monde en crise, ouvrage collectif paru en 2023 aux presses de Sciences Po. Elisabeth Pierson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro, vous suivez régulièrement les questions internationales pour le site lefigaro.fr et vous vous êtes penché récemment sur les réactions des pays arabes aux frappes iraniennes contre Israël le 14 avril dernier. Alors justement, commençons par l'actualité, la mort du président de la République iranienne, Ebrahim Raïssi. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette disparition ait un impact sur les relations de l'Iran avec Israël ou avec les pays arabes? Didier Billon. Non, je ne pense pas. Nous savons que les processus de décision politique en Iran sont assez complexes, parfois opaques au demeurant. Donc le président de la République islamique, traditionnellement, en ce qui concerne les domaines de la politique extérieure, les domaines de la sécurité, est plutôt sous la coupe du guide suprême, Ali Khamenei. Et donc, en l'occurrence, je ne crois pas que cela modifie radicalement. Peut-être ça va-t-il infléchir sur tel ou tel aspect secondaire, mais fondamentalement, la ligne politique développée par l'Iran depuis maintenant de nombreux mois, voire de nombreuses années, ne sera pas fondamentalement modifiée. D'autant que, pour terminer, j'ai entendu beaucoup de commentaires en disant ça va être une crise de régime, etc. Je n'y crois pas une seule seconde. L'Iran est ce qu'il est. C'est un État qui fonctionne. Ce n'est pas un État failli. Il y a une constitution. Alors, on peut avoir beaucoup de désaccords, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et d'ores et déjà, un nouveau ministre des Affaires étrangères a été nommé. Oui. Il y a un président par intérim et les élections sont prévues dans 49 jours maintenant. Oui. Georges Malbruno, les pays arabes du Proche-Orient s'inquiètent de la situation en Iran ou ils n'ont pas de raison? Non, ils ne s'inquiètent pas pour les raisons qui ont été évoquées, parce que la politique extérieure n'est pas du domaine du président de la République islamique, qui en gros ressemble à notre Premier ministre en France. Il est chargé d'exécuter... On l'a quand même vu récemment aller en Russie, mener des missions un peu stratégiques. Un peu stratégiques, mais il est chargé d'exécuter la politique qui est décidée par le guide, l'entourage et les gardiens de la révolution. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que pratiquement tous les pays arabes ont immédiatement envoyer des messages de condoléances. Ce sera intéressant de voir à quel niveau de représentation ils vont être aux obsèques d'Ebrahim Raïssi. L'Iran, comme vous le savez, s'était réconcilié en 2023 avec l'Arabie Saoudite, qui a longtemps été le pôle ennemi dans le monde islamique. Et l'Iran, d'ailleurs sous la coupe de Raïssi, qui avait joué un rôle dans le cadre de ce rapprochement via l'Irak avec l'Arabie Saoudite, eh bien l'Iran aussi cherche à avoir des relations apaisées
avec son environnement, y compris même avec les pays comme les Émirats Arabes Unis qui avaient normalisé avec Israël. Enfin, il y a eu quand même récemment des menaces sur la Jordanie, mais après les frappes du 14 avril, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour vous, Ebrard Kinley, les pays arabes... Je souscrirai à tout ce qui a été dit, mais il y a évidemment dans la plupart des pays arabes, et notamment dans les pays du Golfe, une sorte de peur lancinante, une peur de l'Iran. On ne sait pas exactement. Ils ne parlent pas la même langue, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. En plus, évidemment, il y a des intérêts qui ont divergé depuis des décennies, pas seulement depuis l'avènement de la République islamique, mais même avant. Donc, il y a une méfiance et il y a toujours la compétition. Et une crainte de l'instabilité. Finalement, ce que vous disiez... Non, je ne pense pas tellement ça. Plutôt peut-être même la crainte de la stabilité. C'est-à-dire... on est face à un État qui est relativement puissant, qui est relativement bien organisé, du côté, si l'on regarde ça, du côté de l'Arabie Saoudite ou des Émirats, et donc on a peur, il y a une compétition régionale qui domine le Golfe, et c'est ça le problème. Maintenant, en effet, je pense que le changement du personnel, si l'on peut l'appeler comme ça, ne changera pas grand-chose, en tout cas pas dans l'immédiat. Oui. Elisabeth Pierson, là-dessus? Oui, je partage. Je pense que tous les observateurs s'accordent pour dire qu'il n'y a pas un impact énorme dans les équilibres régionaux. En revanche, c'est peut-être en interne, en Iran, que des cartes se rabattent. Et puis, Georges Malbrunot le connaît mieux que moi, ce sujet, mais sur la succession de l'ayatollah Khamenei, qui est en ce moment en discussion. Il a 85 ans. Et Raïssi était l'un des successeurs possible. Exactement, et même privilégié. Alors, on ne va pas faire toute cette émission sur l'Iran, puisqu'on va rester sur notre sujet, mais justement, la question centrale, c'est les voisins en font-ils assez pour les Palestiniens? Peut-être, Ebrard Kinley, votre regard probablement non. Maintenant, il y a évidemment des tentatives, il y avait des efforts, notamment du Qatar, mais faire quelque chose pour le Palestinien, actuellement, c'est très compliqué. Comment on peut le faire? On peut larguer, évidemment, comme la Jordanie l'a fait et d'autres, on peut larguer quelques colis qui, en attendant, peut-être tombent sur la tête d'un Gazaoui et qui le tue. Donc, on ne peut pas faire grand-chose tant qu'Israël ne fait plus au bloc qu'il le fait actuellement. Donc, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aide humanitaire et puis il y a évidemment l'attitude, la politique et la diplomatie. Disons, mais commençons par l'aide. Dans l'immédiat, évidemment, on parle largement d'aide humanitaire. Oui. Et après, dans quelle mesure les États arabes, notamment ceux qui ont les possibilités, comme les pays du Golfe, vont intervenir, on le voit en filigrane dans la déclaration de Bahreïn, celle d'il y a quelques jours. Ils sont quand même assez gênés, les gouvernements arabes de manière générale, parce que ils ont tous fait à peu près leur paix avec Israël, pas tous, pas la Syrie, pas nécessairement l'Algérie, mais en général, ceux qui comptent dans la région l'ont fait. Maintenant, ce qui est embarrassant, évidemment, c'est que du côté, pour eux, ce qui est embarrassant, c'est que du côté israélien, il y a de plus en plus une radicalisation du gouvernement, celle qu'on voit, et que, en effet, on aurait bien aimé faire la paix avec Israël, même aux dépens des Palestiniens, ce qu'on a fait et ce que l'Arabie Saoudite était en train de le faire récemment. Mais maintenant, on est un peu gêné. D'une part, parce qu'on a une opinion publique, une opinion publique... qui est en décalage avec les dirigeants. Mais aussi, disons, on aurait probablement accepté un gouvernement Netanyahou autre que celui actuellement, allié à l'extrême droite, mais dans la situation actuelle, des représentants de l'État d'Israël qui n'acceptent plus, ils n'ont jamais, ceux qui sont là n'ont jamais accepté vraiment, mais qui explicitement n'acceptent plus un deuxième État, un État palestinien, ça pose des problèmes. Et évidemment, la conduite de la guerre. Mais est-ce que l'impuissance à apporter de l'aide humanitaire n'est pas tout simplement le reflet d'un silence politique quand même assez assourdissant, Didier Billion? Oui, d'une faiblesse de la posture politique. Il y a évidemment un défi, un problème technique pour l'aide humanitaire. Tout est bloqué. Alors bien sûr, il y a quelques parachutages aériens. Il y a maintenant une sorte de ponton au large qui a été installé par les États-Unis, mais tous les travailleurs de l'humanitaire en témoignent. C'est totalement insuffisant. Et je crois qu'on ne peut reprocher à personne de n'être pas capable de forcer ce blocus humanitaire dans la situation actuelle. Mais la véritable question, c'est quelles sont les initiatives politiques qui ont été prises, ou qui plutôt n'ont pas été prises par les États arabes.
nous parlons là des mondes arabes, parce qu'on pourrait généraliser la réflexion à d'autres parties du monde. Mais les États arabes aujourd'hui, il y a eu, par exemple, il y a une dizaine de jours, une réunion de la Ligue des États arabes qui a fait un certain nombre de communiqués comme à son habitude, des communiqués très ronflants sur des positions de principe au demeurant que je trouve très justes. Mais so what? Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que ce sont des pétitions... On se paye de mots. C'est un peu ça. Ce sont des pétitions de principe utiles et nécessaires à rappeler, mais qui n'aboutissent pas. Et puis, deuxième élément, je pense que il faut faire attention quand on dit le monde arabe. Moi, je préfère utiliser le pluriel parce que justement, on ne peut pas exactement. Ici pour absolument. Les pays voisins. J'y suis attentif. Je crois qu'il faut comment dirais-je, décliner pays par pays. La Jordanie, qui a été évoquée, n'est pas dans la même situation que le Liban ou que l'Égypte, pour des raisons sur lesquelles nous pourrons revenir. Et on voit que l'attitude des dirigeants de chacun de ces pays est différente, ce qui est parfaitement logique et ce qui n'est pas critiquable. Non, ce qu'on peut reprocher fondamentalement, enfin ce que je reproche, c'est quand même l'inaction réelle de la Ligue des États arabes qui a quand même brillé par son assourdissant silence depuis maintenant le 7 octobre, pour ne pas remonter plus loin dans l'histoire. Il y avait quand même eu, Georges Malbruno, il y avait eu un sommet à Riyad en novembre, d'ailleurs qui a fusionné l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe, qui a accouché de pas grand-chose, des déclarations fortes, mais pas vraiment d'unité et de propositions concrètes. Les pays arabes sont tiraillés par deux contradictions. Il y a la contradiction sécuritaire, la Jordanie et l'Égypte qui ont fait la paix avec Israël et qui ont des positions vocalement dures aujourd'hui, mais sont liées d'une certaine façon à la sécurité israélienne. On l'a bien vu au moment de l'attaque du drone iranien, l'aviation jordanienne a intercepté. L'Égypte aussi, la sécurité dans le Sinaï, grâce à la sécurité israélienne, elle apporte une aide. Et puis la population. Dans ces pays-là, quand même, les manifestations sont interdites. Il faut le souligner. En Égypte... Elles ont lieu quand même. Elles ont lieu, mais timidement. Timidement, en Jordanie, beaucoup de Jordaniens essaient de s'approcher de l'ambassade israélienne, n'y arrivent pas, essaient d'avancer. Il y a eu quelques échauffourées avec les gardiens, parce que la police jordanienne. Peur que des débordements, parce qu'en Jordanie, peuplée de 60% de Palestiniens, l'Égypte avait quand même un fond très pro-palestinien, il pourrait y avoir des débordements. Donc il y a cette premier élément-là, et puis ensuite, l'autre, ça a bien été dit, on y reviendra, la balle aujourd'hui, elle est dans le camp israélien. Les pays arabes, on y reviendra, on fait une offre conséquente, c'est un peu le plan Abdallah de 2002, MBS, Mohamed bin Salman l'a dit, on est prêt à investir à Gaza politiquement, sécuritairement, etc., mais il nous faut un État palestinien, et donc la balle est dans le camp israélien, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une vraie opportunité pour les pays arabes d'apparaître comme une voie de solution, mais encore une fois, ils ne le feront pas à perte, si je puis dire, comme les accords d'Abraham l'ont montré, et c'est bien d'ailleurs la position saoudienne qui dit « moi je veux bien », normaliser avec Israël, mais cette fois-ci, il faudra un État palestinien. Et donc, on y reviendra un peu dans les scénarios futurs. Elisabeth Pierson, une des choses qui ont frappé les opinions, c'est que le refus instantané, dès le début de la guerre, de la Jordanie et de l'Égypte d'ouvrir leurs frontières ou même d'envisager d'accueillir des vagues de réfugiés palestiniens. C'est vrai, pour l'Égypte et la Jordanie, c'est un risque qui est essentiel à prendre en compte lorsqu'on observe leur réaction. C'est-à-dire, ces deux pays ont de quoi craindre un arrivage massif de réfugiés, parce que la Jordanie a toujours en tête les événements de 1970, notamment, quand des Palestiniens avaient tenté de prendre le pouvoir et de renverser la monarchie hachémite. Il faut dire que 70% de la population jordanienne est d'origine palestinienne. Dont d'ailleurs la reine Rania elle-même. La reine Rania. Voilà, ce qui joue énormément dans leur position. Et puis, en fait, on ne peut pas parler de la Jordanie sans évoquer sa dépendance totale en eau vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que c'était le ministère de l'eau jordanien qui l'a dit récemment. Ils ont besoin de 500 millions de mètres cubes d'eau. Ils sont en déficit de ces 500 millions par an. Et Israël, là-dessus, leur fournit 50 millions de mètres cubes d'eau. Ce qui est énorme. Oui, mais c'est déjà énorme. Et en fait, sans ça,
voilà, la Jordanie est complètement liée par ça. Et en même temps, depuis le 7 octobre, la monarchie fait face à des manifestations massives, quasi quotidiennes, de milliers, voire de dizaines de milliers de Jordaniens dans les rues, devant l'ambassade d'Israël, et qui disent c'est une honte pour nous que de... J'aimerais noter que la Jordanie n'a pas de frontière commune avec Gaza. Donc ça serait compliqué. Oui. L'Égypte en a une. Maintenant, l'Égypte ou les pays arabes ne sont pas les seuls à ne pas accueillir des réfugiés. C'est une constante qu'on connaît très bien. Mais est-ce que dans leur cas, est-ce que leur crainte... On connaît aussi dans les pays arabes. Maintenant, ce qui est important pour l'Égypte, c'est que l'Égypte, évidemment, ne voudra pas nécessairement résoudre un problème dont elle pense que ce n'est pas le sien. Ouais. Mais surtout, est-ce qu'ils ne redoutent pas que s'ils acceptaient des réfugiés, ceux-ci ne repartent jamais? C'est ça le sujet, non? C'est-à-dire la crainte qu'Israël expulse des populations sans retour. Voilà, c'est ce qui s'est passé en 1948, etc. Aucun pays arabe ne peut dire « je vais accepter par bonté les Palestiniens », comme ça... Non, mais on pourrait l'imaginer, comme une solution temporaire et humanitaire, sauf qu'elle risque de ne pas être temporaire. C'est ça le problème. Elle ne sera pas temporaire, il y a un aller, mais il n'y a pas de retour. Non, mais c'est extrêmement important. Je n'ai pas un amour immodéré pour le régime du président Maréchal Sissi. Pour autant, sur cet aspect précis, je peux comprendre sa logique. Ouais. Dans les pays arabes, tant dans les populations qu'au niveau des régimes, il y a parfaitement en mémoire, il suffit de regarder les faits, que ce qui avait été présenté comme temporaire, la présence de réfugiés, que ce soit en Jordanie, cela a déjà été évoqué, au Liban, en Syrie, voire en Irak, même dans une moindre mesure, s'éternise. C'est-à-dire que le temporaire est destiné à durer. Donc, quand, lors de son premier voyage dans la région, M. Blinken, après le 7 octobre, s'est rendu en Égypte, avec une naïveté déconcertante, il a proposé à Sissi « mais vous ne pourriez pas accueillir les Gazaouis dans la péninsule du Sinaï ». Non catégorique de la part de Sissi, parce qu'il a bien compris que le temporaire risquait de durer des décennies, je dis bien des décennies, et qu'il ne le veut pas. Ouais. Et ça, je peux le comprendre. En outre, l'économie égyptienne est assez chancelante. Oui, et la jordanienne aussi, d'ailleurs. Absolument. Ouais. Le Liban aussi. Et il a parfaitement conscience que un afflux massif de réfugiés en Égypte aurait pu encore plus déséquilibrer l'économie égyptienne. Georges Malbruno. Le problème palestinien ne peut pas se régler par un transfert de population, mais il se réglera par deux États, puisque ces pays-là... Ça, c'est un point sur lequel il n'y a pas de désaccord entre les dirigeants de ces pays arabes et leur population. Non, mais ils font la même analyse, en gros. La balle est dans le camp israélien. Tout le monde est d'accord, même les Américains aujourd'hui, pour dire on est pour deux États, mais M. Netanyahou a de jouer. Oui, mais avec une nuance sur le désaccord entre les régimes et les populations. Prenons le cas de l'Égypte. Le 20 octobre, donc c'est quelques jours après le 7, c'est une logique imparable. Manifestation massive organisée, notamment au Caire, mais avec le soutien du gouvernement. Sauf que très rapidement, dans le cours même de la manifestation, il y a eu des débordements et des slogans anti-régime. Et là, Sissi a freiné des cas de fer, et plus jamais depuis lors, il y a eu de manifestations soutenues, organisées en sous-main par le gouvernement. Parce que ces régimes ne pensent pas pouvoir contrôler la rue arabe. C'est exactement ça. Ce sont tous des régimes autoritaires. Voilà. Abraham Kinley. Aucun n'est vraiment élu. Il y a des élections, fantoches, mais aucun de ces gouvernements n'a jamais été élu. Donc évidemment, ils craignent. Et ils craignent d'autant plus qu'ils se sont engagés dans un processus de paix avec Israël depuis des décennies pour l'Égypte, même des décennies depuis la Jordanie, qui n'ont pas vraiment apporté les solutions, les fruits qu'on expectait, auxquels on s'attendait. Donc au départ, en effet, le processus de Camp David et tout cela, ça paraissait bon. Il y avait toujours, Sadat d'ailleurs avait été assassiné pour ça. Il y avait toujours des hésitations, des oppositions dans les pays arabes, mais une fois que le processus n'avançait plus, aussi évidemment le processus d'Oslo, que la colonisation continuait, évidemment les populations ne suivaient plus les régimes. Et d'autant plus que ce sont des régimes non élus qui n'ont vraiment jamais eu un mandat populaire. Et alors, est-ce que ce jeu un peu complexe, mais pas très affirmé sur la scène internationale, finalement, est-ce que ça ne bénéficie pas de nouveau à l'Iran, qui se fait le champion de la cause palestinienne, qui accuse le roi Abdallah de Jordanie d'être vendu aux Israéliens? Il y a sur les réseaux sociaux des images du roi Abdallah en uniforme israélien. Est-ce que ça marche finalement, cet argument iranien
Elisabeth Pierson ou Georges Malbruno? L'Iran, ces dernières années, justement, compte tenu de ce qui s'est passé, en particulier avec les accords d'Abraham, qui avaient bradé la cause palestinienne, est apparu, donc l'Iran, pays non arabe, est apparu comme le porte-drapeau de la cause palestinienne. Et ça, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles aussi le monde arabe, le 8 octobre, s'est réveillé, s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on affiche une posture un peu plus dure face à Israël. Donc, effectivement, c'est une incongruité de la situation, mais ça fonctionne dans les opinions publiques? Justement, des pays dont on parlait, de l'Égypte à la Jordanie. Oui, ça fonctionne. Bon, au Liban, on sait qu'il y a une partie. À quel point, c'est toujours difficile à dire, parce qu'en effet, on n'a pas d'élection, on n'a pas de sondage crédible, on ne sait pas exactement. Mais il est vrai que, non seulement cette fois-ci, mais si l'on regarde dans l'histoire, à chaque fois qu'il y avait une action importante de la part du Hamas, et l'Iran la soutenait, il y avait évidemment des gens qui sortaient dans la rue pour ou bien soutenir le Hamas et ou l'Iran, ça c'est évident. Ou le Hezbollah d'ailleurs. Est-ce qu'on a vu la même chose au Liban? Des manifestations en dehors du Hezbollah? Au Liban, on peut encore manifester, oui. Oui, mais est-ce qu'il y en a? Est-ce que la présence, le poids du Hezbollah finalement ne crée pas une certaine peur chez le reste de la population au Liban? Ce qui est frappant dans le monde arabe, c'est qu'on voit quand même que, y compris d'ailleurs en Arabie Saoudite, où des sondages qui ont été faits montrent que massivement l'opinion maintenant est défavorable à un rapprochement avec Israël. Alors, ce n'était pas du tout le cas avant le 7 octobre. Au Liban, la dernière fois que j'y suis allé, des responsables comme Samir Jaja, qui était chrétien des forces libanaises, qui était assez pro-israélien avant, maintenant défendent la cause palestinienne. En Jordanie, la même chose, c'est des loyalistes transjordaniens qui n'aiment pas les Palestiniens. Donc c'est là, aujourd'hui, où il y a eu une bascule, et on revient sur la contradiction avec les régimes qui, eux, ils sont écartelés parce que Israël nous aide sécuritairement, mais on a une population qui est révulsée par ce qui se passe à Gaza, donc on doit en tenir compte. Et même en Arabie Saoudite, où pourtant la population est tenue d'une main de fer. On a entendu des prêches le vendredi à la Mecque ces dernières semaines qui étaient extrêmement dures contre Israël. Si ces prêches ont été entendus, c'est qu'ils ont été autorisés. Et ils ont été autorisés par le Big Boss. Donc ça veut dire, voilà, les régimes sont obligés de tenir compte de cette rue arabe, comme on dit un peu. Il y en a un régime qui est particulièrement absent dans cette équation-là, c'est la Syrie. Oui, parce que... Parce qu'ils sont décrédibilisés, parce que c'est devenu un narco-État. J'ai posé la question à un proche de Bachar al-Assad que j'ai vu l'autre jour. Il m'a répondu, mais on ne va quand même pas soutenir le Hamas qui nous a tué 50 000 hommes en 2011, 2012, 2013. Parce qu'il faut se souvenir que le Hamas, au début de la révolte syrienne, était avec les opposants que nous, Français, nous soutenions, nous aidions, etc. Et qu'en face, c'était le régime. Donc le régime syrien, comme c'est un monstre froid, mais il a de la mémoire, il dit le Hamas... Il faudrait ajouter que le régime syrien n'a pas tout à fait les moyens actuellement pour intervenir. Il ne contrôle pas son propre territoire. Il a un budget de à peu près l'équivalent de 3 milliards de dollars par an. Voilà. Sa géographie n'est pas directement concernée d'ailleurs. Quand même. Un petit peu quand même. Il y a une frontière. Il fait presque partie du champ de bataille. Didier Billion. Puis, par ailleurs, si on prend un tout petit peu de recul, le régime syrien, que ce soit avec Bachar ou avec son père Hafez, n'ont jamais manifesté une sympathie dans les faits pour le peuple palestinien. Rappelez-vous qu'après 2011, il y a quand même eu le siège de la camp de réfugiés Yarmouk, qui a été terrible, où les Palestiniens de ce camp ont été affamés de façon méthodique par le régime de Hafez el-Assad. Il faut rappeler aussi quand même la frontière syro-israélienne le long du Golan, pendant 35 ans, a été la plus sûre entre Israël et ses voisins. La Syrie faisant jouer, comme d'habitude, un peu à l'image de l'Iran, le Hezbollah pour aller taper. Donc voilà, mais on est effectivement, c'est une bizarrerie, mais c'est de la réelle politique très froide. Alors, on va en venir à la relation avec Israël. Je voudrais qu'on écoute une déclaration de la reine Rania de Jordanie, justement, en novembre dernier, qui était assez forte. C'est rude. This is the first time in modern history that there is such human suffering and the world is not even calling for a ceasefire. So the silence is deafening, and to many in our region, it makes the Western world complicit, through their support and through the cover that they give Israel, that it is just its right to defend itself. Many in the Arab world are looking at the Western world as not just tolerating this, but as aiding and abetting it.
And this is just horrendous and it's deeply, deeply disappointing to all of us. Alors, la reine Rania, d'origine palestinienne, comme vous le disiez plus tôt, Elisabeth Pierson, elle accuse les Occidentaux d'être complices, mais en fait, une partie de l'opinion dans les pays arabes accuse aussi leurs dirigeants d'être complices du fait de leur inaction. Est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures aussi de la part des régimes arabes qui finalement n'ont pas remis en cause leur relation avec Israël ? Oui, après, pour les pays arabes, c'est un équilibre qui est de fait extrêmement compliqué à tenir. Il y a une sorte de dichotomie entre leur politique étrangère qui est complètement tenue par la crainte de l'hégémonie iranienne. C'est-à-dire, pour eux, l'ennemi numéro un, c'est ce qu'ils partagent avec Israël. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs les accords d'Abraham en 2020. C'est qu'ils ils veulent contrer l'hégémonie iranienne dans la région. C'est vraiment leur priorité numéro un, avant Israël. Et c'est ainsi d'ailleurs que les Émirats et Bahreïn ont signé ces accords avec Israël en 2020, ont normalisé leurs relations, que l'Arabie Saoudite est en passe d'eux éventuellement. La Jordanie est vraiment, tenue par sa population à majorité palestinienne, et à la fois cette réelle politique qui fait qu'ils ne peuvent, ils sont obligés de compter sur Israël. La réelle politique, alors, elle s'est exprimée à l'occasion des raids aériens lancés par l'Iran le 14 avril, puisque, en l'occurrence, la Jordanie a intercepté certains de ces projectiles. On est tenté de se poser la question inverse. S'il y avait des tirs israéliens massifs sur l'Iran, est-ce que la Jordanie interviendrait pour les intercepter ? Non, parce que... À votre avis, Georges Bruno ? Mais on oublie un peu l'histoire. La Jordanie a toujours été le glacis de sécurité d'Israël. Oui. Jadis, c'était face à l'Irak de Saddam Hussein. Maintenant, c'est face à l'Iran. Alors évidemment, il ne faut pas trop le dire, parce qu'en Jordanie, justement, pour les raisons qu'on a évoquées, il y a 70% de Palestiniens. Je ne suis pas sûr qu'on ait une immense audience en Jordanie. Ici, on peut le dire. C'est en Jordanie. Mais tout le monde sait qu'en Jordanie, que les services de renseignement jordaniens, y compris au jour d'aujourd'hui où la Jordanie, la reine Rania, le roi Abdallah aussi, le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi sont extrêmement vocaux contre Israël, la coopération sécuritaire fonctionne bien parce c'est l'héritage des années 70, etc. Mais simplement, ce qui était intéressant dans ce que disait Rania, il y avait aussi ce que disait son mari, le roi Abdallah, notamment à la conférence du Caire qui avait eu lieu, je crois, en novembre, et où il avait pointé le deux poids, deux mesures, notamment des médias occidentaux sur la vie d'un Palestinien, et il l'avait dit clairement. La vie d'un Palestinien compte moins que la vie d'un Israélien. Et quand on sait qu'effectivement, y compris la reine, qui est certes palestinienne, tout ça, mais décriée parce que très corrompue, il faut le dire, le roi Abdallah, c'est quand même, c'est ce que je répète souvent, le plus pro-occidental des dirigeants arabes. Sa mère est anglaise, etc. Pour que le roi Abdallah de Jordanie dise ça franchement, avec beaucoup de courage, etc., ça veut dire qu'il y a un ressentiment très, très fort et très vif. Et ce ressentiment, pour le coup, alors là, il est partagé, il n'y a plus de contradiction entre les régimes et les opinions, y compris au Maghreb, où il y a beaucoup de récriminations. Au point de faire cette intervention militaire aux côtés des Occidentaux, est-ce que ça vous a surpris, le 14 avril, Didier Billon ? Non, alors il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'aucune des puissances régionales ou sous-puissances ne veut la généralisation du conflit. Il y a une peur panique de cela, entre autres à cause de la peur de l'Iran qui pourrait tirer profit de la situation. Ça, c'est quelque chose de très important. Chacun a constaté, quand il y a eu les bombardements iraniens sur Israël et israéliens sur l'Iran, que chacun a su jusqu'où ne pas aller. Personne n'a franchi la ligne rouge. Oui. C'est même, ça saute aux yeux. Absolument. Il ne faut pas avoir fait 15 ans de sciences politiques. Après s'être menacé de guerre directe pendant des Iraniens qui ont prévenu plusieurs heures à l'avance qu'ils allaient bombarder. Donc tout cela au pied du mur, on a vu que ni l'un ni l'autre n'avaient très envie de cette guerre. Tant mieux. Mis à part Netanyahou, qui lui a un intérêt à régionaliser le conflit, parce qu'il sent qu'il est de plus en plus isolé. Oui, mais il a quand même, il faut mettre à son crédit une riposte très mesurée aux attaques du 14 avril. Il l'a fait aussi. Oui, mais sous la pression américaine. C'est ce que j'allais dire, Washington n'y est pas tout à fait pour rien. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pour revenir à cette allocution de la reine Rania, je pense qu'il faut bien comprendre que ce type de discours, mais qui n'est que discours pour l'instant, passe évidemment extrêmement bien aux oreilles des peuples de la région, et j'irai même plus loin, ce que j'appellerais les peuples du Sud. C'est-à-dire que cette
cette thématique du deux poids, deux mesures, que vous alliez n'importe où, dans les mondes arabes, en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, en Amérique du Sud ou dans certains pays d'Asie, on entend le même registre. Ce que les Occidentaux font à propos de l'Ukraine, vous n'en faites pas le 10e à propos de la guerre contre la Palestine. Et donc ce thème du deux poids, deux mesures, il est évident pour les peuples des pays du Sud. Ça, il faut s'en persuader. Mais eux-mêmes ne donnent pas vraiment d'exemple non plus, alors qu'ils sont très proches et très concernés. Toute la question est jusqu'à quand ce discours marchera. Évidemment, la reine Rania, elle a de bonnes raisons de dire ce qu'elle dit, mais elle a aussi de bonnes raisons de le dire parce qu'elle sait très bien que elle, que son mari, que son gouvernement, que leur gouvernement sont fortement compromis du côté de la rue arabe par leur coopération avec Israël. Donc, on tient ce discours pour se défendre soi-même, d'une certaine manière. Et ça, c'est évident pour la Jordanie, c'est évident pour les autres. Donc, tout le problème, on revient à ce qu'on a dit au départ, tout le problème est jusqu'à quel moment, en effet, les régimes autoritaires, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite et les autres, sont capables de rester en place. Il y en a certains qui ont tous les moyens, pour l'instant. Il y en a d'autres qui sont plus fragiles. À mon avis, ils resteront en place, mais toujours, évidemment, au prix d'un divorce assez profond avec une bonne partie de leurs opinions publiques, de leurs citoyens. Est-ce qu'il aurait fallu remettre en cause certains des traités ou les accords d'Abraham ou les traités de paix avec l'Égypte de 79, avec la Jordanie? Est-ce que c'était imaginable à la faveur d'une guerre aussi violente que celle qui se déroule à Gaza? Non, parce que justement, les Émirats arabes unis qui ont signé les accords d'Abraham n'ont jamais remis en cause ces accords d'Abraham parce qu'ils sont stratégiques pour les Émirats, pour leur sécurité. Parce que ça revient à ce que vous disiez, ces pays-là, il y a une priorité pour tous ces pays qui sont tous sauf des démocraties, c'est « je veux sauver ma peau ». Et le jour où à Amman, il y aurait un problème, qui sauverait la peau du roi de Jordanie? C'est à la fois la CIA et c'est aussi nos amis israéliens. Donc ce discours-là est bien intégré. Donc le discours d'empathie envers les Palestiniens à Gaza se heurte à la réelle politique du fait que ils passeront par pertes et profits des intérêts stratégiques de ces pays-là. Peut-être pas cette fois-ci, parce qu'il y a justement, il y a eu le 7 octobre, il y a l'après 7 octobre, et que les Arabes aujourd'hui donnent offrent une vision commune, disant, on est prêt à stabiliser, on est prêt à financer, à reconstruire, mais on ne le fera pas cette fois-ci sans une contrepartie qui est l'État palestinien. On va y venir sur les scénarios. Mais avec l'appui américain. Vous n'êtes pas un peu optimiste, là? Non, c'est ce qu'ils veulent. Avec aussi une ratification par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'engagement arabe. Mais la roadmap... C'était le projet jusqu'au 7 octobre. Et c'était le projet peut-être jusqu'en décembre. Ça reste toujours le projet. Mais le grand danger, c'est que la politique israélienne actuelle, elle fait voler en éclats tous ces accords. Pas nécessairement les accords de paix avec justement, ils ne volent pas en éclats, c'est bien ça. Mais on assiste à un conflit très violent. On verra jusqu'où ça va. Ils sont gelés. C'est d'ailleurs pour ça que les États arabes craignent par-dessus tout une attaque à Rafah, enfin une offensive à Rafah, parce que ce serait vraiment le coup de trop au niveau des opinions publiques en tout cas, et ils craignent cela par-dessus tout. Vous croyez que les Israéliens, dans leur analyse stratégique, peuvent penser que Rafah sera le coup de trop, alors que jusqu'ici, il n'y a eu pas eu de conséquences. C'est ce que leur disent les Américains, choisissez Riyad ou Rafah. Riyad, c'est la normalisation avec l'Arabie Saoudite, et c'est dans ce sens-là quand même que le poids américain est quand même important, parce que pour une fois, justement, les Américains soutiennent ce plan arabe de reconstruction, etc., à condition qu'il y ait un début, comme l'a demandé MBS, une voie irréversible vers un État palestinien sanctionné par les Nations Unies. Mais encore une fois, la balle est dans le camp israélien. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse positive d'Israël. Le problème, c'est qu'au niveau israélien, le gouvernement et le cabinet de guerre tels qu'ils sont composés aujourd'hui sont dans des logiques jusqu'au-boutistes. Même peut-être Netanyahou n'est-il pas prêt dans sa tête à aller si loin, mais il est tenu évidemment par son aile la plus extrémiste, par les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, par les suprémacistes juifs, etc., qui n'ont qu'une obsession, c'est d'en finir une fois pour toutes, c'est un leurre, mais ils le perçoivent comme ça, avec la question de la Palestine. Et leur logique est une logique d'annexion. Ils le disent, c'est déclaré comme tel.
pure et simple. Alors Netanyahou est obligé de rebondir en disant « il n'est pas question d'un État palestinien, tant que je serai là, jamais il n'y en aura ». Or c'est par là qu'il faut prendre la question. Ouais. Et donc pour en revenir aux accords d'Abraham, que pour ma part je n'appelle pas les accords de paix, mais les accords de normalisation. Je crois qu'il faut être précis parce qu'il n'y avait pas de guerre. Ouais. Il se serait sûrement honoré de les dénoncer, et peut-être cela aurait-il servi en termes d'initiative politique pour faire plus pression ou de façon plus efficace sur Israël. Ils ne l'ont pas fait. Donc ça renvoie à ce que tu développais précédemment, c'est que s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils y ont un intérêt. Alors c'est dramatique pour le peuple. Mais ça envoie le message qu'il n'y a pas de limite, en gros, à la violence qui peut être exercée sur les Palestiniens. C'est exact. Enfin, moi, je pense que c'est exactement ça. On l'a vu récemment au Maroc, où on a appris que le Maroc allait se lancer, grâce à Israël, dans la production de drones. Et parce qu'il y a le conflit au Sahara occidental, parce qu'il y a des intérêts stratégiques, ces pays-là, ils aiment bien les Palestiniens, mais ils aiment surtout protéger leur pouvoir. Il y a un dossier avec Israël, on n'aurait peut-être pas accès à Pegasus. Oui. Ça, c'est le logiciel espion dans les téléphones. Voilà. Il y a un point sur lequel Israël a besoin de l'aide des pays arabes, c'est la négociation sur les otages. L'Égypte, le Qatar, bon, ça n'est pas très fructueux jusqu'ici, mais quand même, là, il y a une implication directe de certains de ces mais qui est remise en cause, vous l'avez vu récemment, à la fois par Benjamin Netanyahou, par des membres du Congrès aux États-Unis plutôt républicains, qui disent le Qatar pourrait faire davantage pression, etc. Mais là, c'est un leurre aussi. Pourquoi ça ne marche pas, en fait, ces libérations d'otages? Parce que... D'abord, je pense que c'était un leurre et c'était... je n'avais jamais compris comment on pourrait libérer les otages par la force. Il me paraît que, dès le départ, il y avait une approche qui n'était pas la bonne, mais qui était certainement la bonne pour autre chose. C'est-à-dire la guerre qu'on mène à Gaza, elle sert à autre chose. Elle sert évidemment à affirmer la puissance israélienne, dans le meilleur des cas. C'est une sorte de revanche. C'est aussi, pour certains et de plus en plus, une tentative de coloniser et de recoloniser, une tentative d'expansion, surtout de ceux qui sont plus à la droite que même pour Netanyahou d'une certaine manière. Mais libérer les otages par la force, dès le départ, c'était un problème. Et on aurait dû, je pense, réfléchir à une négociation bien plus tôt. Et à une limitation des dégâts militaires bien plus tôt. Il y a peut-être aussi l'aspect que, enfin, le degré de priorité qu'Israël a accordé à cette question des otages. Non, mais la question, je suis tout à fait d'accord, mais pourquoi n'a-t-on pas initié les négociations plus tôt? C'est que, rappelez-vous, dans les jours et les semaines qui ont suivi le 7 octobre, il y avait une sorte d'effet de sidération, alors non seulement en Israël, pour des raisons largement compréhensibles, mais au sein de toutes les puissances dites occidentales. C'était le soutien, rappelez-vous, inconditionnel à Israël. L'Assemblée nationale, sa présidente, en France, ont fait des discours, une minute de silence qui était parfaitement juste, mais une déclaration en disant c'est pour un soutien inconditionnel à Israël. Et tant qu'on disait cela, il y avait une impossibilité réelle de négociation. Et c'est plus tard, quand il y a eu le déchaînement méthodique des bombardements sur Gaza, que les critiques ont commencé à se cristalliser à l'encontre de la politique menée par l'État d'Israël, par son régime, par son gouvernement, et qu'à ce moment-là, on a pu débloquer un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été très probants. Mais enfin, il vaut toujours mieux discuter, même si on n'a pas les résultats immédiats, que de ne jamais se parler. Oui. Alors parlons un peu de l'avenir. Il y a aujourd'hui des dissensions au sein du pouvoir israélien. On voit le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant qui dit publiquement qu'il n'est pas d'accord avec la posture du Premier ministre, qui lui refuse d'avoir un pouvoir palestinien à Gaza. Est-ce que ça, c'est au cœur du dilemme pour la suite? Oui, selon toute évidence, oui, c'est vrai. Il faut que les Israéliens négocient d'abord entre eux. Oui. Comme souvent. On a vu, et puis ces divergences éclatent au grand jour, là, ces dernières semaines, ces derniers jours même, avec Benny Gantz, donc le principal opposant qui fait partie du cabinet de guerre, et qui a dit, clairement...
qu'il fallait une vision. Il fallait une vision post-conflit, qu'on ne pouvait pas continuer ce conflit des années, voire des décennies. Les États-Unis sont sur cette position-là aussi. Et selon le New York Times, il y aurait quand même un plan qui aurait été établi par le cabinet du Premier ministre pour une sorte de colonisation militaire de Gaza avec une sorte de coalition avec les États arabes. Mais pour l'instant, rien n'est... Oui, mais ça, c'est une proposition de Galante qui est refusée par l'Égypte et la Jordanie. Malgré les dissensions au cabinet de guerre ou au cabinet israélien, évidemment, vont peser sur une solution. Maintenant, les solutions qui sont proposées par les uns et par les autres, ou ne sont pas nécessairement concluantes. On voit mal une force d'interposition arabe. On voit mal aussi une force européenne. Je ne vois pas exactement comment on va résoudre le problème sans, encore une fois, sans accepter, même si l'on ne veut pas, un gouvernement, semi-gouvernement, une administration palestinienne à Gaza. Pour rester dans le sujet qui nous préoccupe, tous les scénarios les plus politiques envisagés côté israélien incluent une participation de la Jordanie, de l'Égypte, à tout le moins, peut-être de l'Arabie Saoudite et d'autres, une sorte de caution arabe régionale à un pouvoir palestinien local le plus docile possible. Ça, c'est ce que les modérés en Israël envisagent. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réaliste? En tout cas, ce qui n'est pas réalisable, et ce que personne n'acceptera, c'est la vision de Netanyahou, dire on va recoloniser, ou on va trouver des collaborateurs, des grandes familles, etc. Personne n'en veut. Il a essayé avec les clans, les grands clans. Ça n'a pas marché. La solution qui est avancée quand même par les pays arabes, et en particulier par l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire il faut faire revenir l'autorité palestinienne revitalisée, aider par le déploiement d'un certain nombre de contingents arabes, éventuellement turcs parce que certains y auront un intérêt, et dans ce cadre-là, eh bien, il faut recréer une stabilité, quoi. Mais ça veut dire un retrait israélien d'avant le 7 octobre, un cessez-le-feu, et là on revient aux négociations sur les otages. C'est ce que le Hamas demandait au bout de la première séquence, mais Benyamin Netanyahou... Mais le Hamas veut d'une présence internationale de cette sorte? Oui. Probablement pas, mais quel Hamas? La Turquie pourrait s'en accommoder? Oui, la Turquie est un allié. C'est pour ça que le Hamas se dit, si je veux survivre, il faudra aussi que j'y ait des garants qui garantissent la survie de mes types qui vont eux-mêmes survivre, parce qu'il y aura des règlements de compte. Donc, Mais sincèrement, vous connaissez tous très bien cette région. Quel est le scénario qui vous paraît le plus raisonnable, qu'on puisse envisager pour l'après-guerre à Gaza? Didier Bidot. Avec le gouvernement israélien. Comment? Oui, ça dépend. Oui, mais il faudra bien que ce scénario survive au changement de gouvernement en Israël aussi. Là, on va faire un peu faisons de la politique fiction, absolument. Mais je réagis sur le terme d'une autorité palestinienne revitalisée. C'est le terme qui est utilisé systématiquement, notamment à Washington. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut concrètement? C'est-à-dire pour le départ de Mahmoud Abbas. Déjà. D'accord, Georges. Mais alors, ça voudrait dire aussi qu'il faudrait de toute manière. Il faudrait procéder à la libération de cadres politiques palestiniens qui sont dans les geôles israéliennes. Alors tout le monde pense évidemment à Marwan Barghouti qui est l'emblème, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ça, il va falloir tordre le bras des Israéliens, quel que soit le gouvernement, pour qu'ils l'acceptent. Mais c'est la seule solution. Parce qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne, elle est totalement discréditée. Elle est en état d'apesanteur. Ouais. Donc il va falloir, si on veut la revitaliser, je reprends ce terme, pourquoi pas, mais il faut dire concrètement ce que cela signifie. Ça veut peut-être dire des élections, il n'y en a pas eu depuis 18 ans. Mais pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des candidats. Ouais. Pour qu'il y ait des candidats, il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Donc il faut faire sortir les prisonniers politique. Ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel dont personne ne parle trop. Après, on peut imaginer qu'il y ait, dans cette hypothèse, cessez-le-feu, libération d'un certain nombre de prisonniers politiques, le maximum d'entre eux, donc une autorité palestinienne qui serait véritablement d'une autre nature, la possibilité d'engager un processus de reconstruction à la fois politique et puis économique, tout simplement, au vu de l'état matériel de la bande.
Et là, on peut avoir l'apport de pays de la région. Bien sûr, on a cité la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Enfin, ces gens-là, en plus, ont de l'argent. Donc, ça faciliterait les choses. Et c'est là qu'ils ont un véritable levier. Ils ont un levier, mais avant tout, c'est politique. Avant tout, c'est politique. À condition qu'Israël joue le jeu. L'argent, on le trouvera. Il va falloir beaucoup d'argent, mais on le trouvera. Oui. La première chose, c'est politique. Donc il faut que les Émirats, que l'Arabie Saoudite, que la Turquie voient aussi leur intérêt à cela. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient promoteurs d'une solution eux-mêmes? C'est-à-dire qu'ils soient d'accord. Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord? Ils le sont. Si, maintenant. Dans la déclaration de Bahreïn, oui, la déclaration de Bahreïn est claire. Oui, c'est le plan arabe de 2002. Le plan arabe, oui. Et puis, alors rappelez-nous le plan arabe de 2002. Non, mais le plan arabe, c'est effectivement les 22 pays arabes font la paix avec Israël, mais on oublie les pays arabes. En échange d'un État palestinien. En État palestinien, etc. Mais on oublie une chose aujourd'hui, c'est qu'on parle de revitalisation de l'autorité palestinienne. Mais on n'est plus tellement dans ce débat-là. On est dans un débat, et les Palestiniens en sont conscients, c'est qu'il faut revitaliser la scène politique palestinienne, et en particulier l'OLP. Parce qu'il y a une inconnue dans ce scénario-là, c'est le Hamas. Il ne va pas disparaître. Et le Hamas, et les autres Palestiniens, les factions palestiniennes, en sont conscientes, même si elles ne l'aiment pas, il faudra l'intégrer. Alors, il a été question de fusionner le Hamas avec le Fatah. Je dirais bonne chance. Je dirais bonne chance. Comment? Je dirais bonne chance. Oui. Ce sont des leurres, encore une fois. C'est-à-dire ce qu'il faut, en effet. Ce sont des leurres qui sont envisagées par les Palestiniens eux-mêmes. Ce n'est pas seulement un deuxième État, ce n'est pas seulement une solution à deux États, mais c'est en effet la revitalisation de toute la vie politique palestinienne qui a été gelée, d'une part par le Hamas, depuis 2006-2007 à Gaza, qui ont été élus, mais qui ont après, évidemment, grâce à l'élection, se sont transformés en gouvernement autoritaire. Et bien aussi, même chose du côté de la Cisjordanie. Alors on a un processus gelé dans les deux États, dans les deux parties d'un potentiel État futur. Donc avant toute solution, il faudra revitaliser ce projet politique palestinien. Et ça, évidemment, ça mettra longtemps. Ça mettra longtemps pour être accepté. Maintenant, peut-être on peut trouver une solution temporaire pour Gaza, mais je pense que cette solution temporaire pour Gaza, il y en a plusieurs dont on parle, dont évidemment celle, le projet de la déclaration de Bahreïn, et tous ces projets dépendent nécessairement, in fine, de cette revitalisation de l'espace public, de la vie politique palestinienne qui prendra des années pour que cet État fonctionne et pour que cet État, évidemment, ait aussi une légitimité pour tous ceux qui sont acteurs politiques en Palestine actuellement, à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Elisabeth Pierson, Israël, semble-t-il, ne peut pas trouver de solution politique sans l'aide des pays arabes et des Palestiniens eux-mêmes, d'une certaine manière, à moins qu'ils prolongent qu'on revienne à une occupation militaire comme avant le retrait de 2005. C'est ce que pour l'instant prône le parti de Benjamin Netanyahou. C'est plus simple d'une certaine manière pour Netanyahou. C'est sûr. Après, ça coûte des vies humaines, c'est compliqué, ça coûte très cher. Mais... Oui, et puis tout dépend, encore une fois, ce que vous disiez de l'avenir de la situation politique en Israël. On ne sait pas, avec les grandes manifestations, la grande gronde qui se passe en ce moment en Israël avec la non-libération des otages. Il y a beaucoup de manifestations qui prennent de l'ampleur. Donc on ne sait pas aussi la stabilité interne d'Israël qui est remise en cause. Est-ce que le maintien d'une occupation militaire israélienne est finalement un scénario non souhaitable, mais probable? Je dirais pas probable, je dirais possible. Possible. C'est pas la même chose. Et de toute façon, je ne la souhaite pas, puisque on reprendrait les mêmes... Ça veut dire la guerre permanente. Exactement, ça ressurgirait. Peut-être pas dans l'immédiat, mais ça ressurgirait d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'on dans le jeu de négociation qui, tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, vont s'ouvrir dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, ça nul ne le sait, il y a une question de méthode. C'est-à-dire que la méthode qui a prévalu en 91, puis avec les accords d'Oslo en 93, c'est-à-dire on se met d'accord sur un certain nombre d'éléments, puis ensuite on verra comment passer à la phase de la proclamation, de la construction d'un État palestinien. Il faut radicalement changer de méthode. Il faut, et c'est le sens des déclarations des pays de la Ligue des États arabes. Pour l'instant c'est déclaratif, mais c'est très important. C'est l'exigence
de la proclamation d'un État palestinien. C'est-à-dire ensuite partir du haut, voilà, et non plus... Et je pense qu'ensuite... Ratifié par une résolution de l'ONU. Bien sûr, tout ça doit se faire sous l'égide de l'ONU, à mon avis. Pour engager et à partir de là, on voit comment on incarne l'État palestinien. Et là, ça va prendre des années, très certainement. Mais je pense qu'il y a une vraie question de méthodologie. Et si on ne bouleverse pas la méthodologie qui a prévalu jusqu'alors, on prendra les mêmes et on recommencera. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas un leader arabe dans cette démarche? Et alors, votre livre, vous nous dites que MBS est le nouveau maître du Moyen-Orient. Est-ce qu'il ne faut pas un dirigeant arabe qui prenne le lead de cette communauté diverse d'États avec des intérêts souvent complexes, qui s'entrecroisent, etc., mais qui propose une solution et qui mettent Israël devant cette solution politique. C'est ce qu'il a un peu fait, MBS, quand il a reçu quand même à 7 reprises Blinken. On a appris quand même que là, la normalisation, enfin le deal sécuritaire entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui était finalement le trépied pour la normalisation avec Israël, était quasiment accompli, quasiment réalisé. Donc l'Arabie Saoudite et peut-être les États-Unis aujourd'hui, c'est un moyen de pression sur Israël, dire finalement, vous voyez, l'Arabie et Israël étaient prêts à normaliser et nous, Américains, à fournir les garanties de sécurité à l'Arabie Saoudite, mais vous, Israël, si vous ne voulez pas faire jouer ce jeu à trois, vous, Benjamin Netanyahou, nous, on est prêts à le faire ensemble. Donc ça fait partie, je pense, parce qu'on sous-estime quand même, les États-Unis sont, le gouvernement de Netanyahou les exaspère. Donc on a vu quand même les Benny Gantz, on a vu Yair Lapid et d'autres. On a vu aussi, il y a 10 jours, comme par hasard, ça a filtré, les États-Unis et l'Iran ont négocié, ont discuté en secret à Oman, etc. Donc c'est une façon de dire aux Israéliens, bon, ça suffit, il faut... Voilà. Mais pour ça, le verrou, c'est en finir avec ce gouvernement. Un mot très bref, oui. Il n'y a jamais eu de leader arabe non contesté. Il y a eu des gens comme Nasser qui l'ont essayé à leurs frais. Donc ce qu'il faut, c'est en effet non seulement une négociation entre les Palestiniens et les Israéliens, mais il faut surtout que la position arabe, peut-être telle qu'elle apparaît dans la déclaration de Bahreïn, soit négociée entre les différents gouvernement arabe, et de préférence évidemment non seulement entre le gouvernement, mais aussi avec une participation de ce qui reste de la société civile. Avec un autre facteur. Le dernier mot, Didier Billion. Il y a quelque chose que nous n'avons pas du tout abordé. Moi, je suis évidemment d'accord pour dire que les États-Unis, dont tout le monde disait, enfin beaucoup disaient, qu'ils s'étaient désengagés du Moyen-Orient, cela ne m'a jamais convaincu, nous en avons la preuve. Mais là, on raisonne avec l'administration Biden. C'est-à-dire que l'administration Biden, elle est ce qu'elle est, elle a toutes ses limites, mais elle est au moins sensible à la nécessité du dialogue. Imaginez que Trump remporte la victoire. Eh bien, je vous réinviterai pour qu'on parle du Moyen-Orient à l'aune d'une présidence. Absolument. À l'aune d'une présidence Trump. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre pour cette riche conversation. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 22h30 sur le Figaro TV. Très bonne semaine à tous.